et d'hébergement à l'Hôtel-Dieu. C'est un effort fait par les groupes et par l'arrondissement et la Ville de Montréal pour que les citoyens soient un peu mieux au courant de ce qui vient de commencer comme service dans l'hôpital Hôtel-Dieu. Donc, on va aussi prendre le temps avec quelqu'un du CHUM d'exposer un peu la vision de santé sur ce projet d'hébergement et d'accompagnement. Et ça, c'est en première moitié de rencontre. La deuxième moitié va être consacrée à un échange questions-réponses avec les citoyens. Ça va? Donc, on ne pourra pas présenter tout le monde en début de rencontre. Par contre, lorsque vous levez la main pour poser une question, je vous invite quand même à vous présenter et puis dire un peu quel lien vous avez avec le projet. Soit vous êtes citoyen, soit vous êtes intervenant à un quelconque niveau. Aujourd'hui, outre les 4 présentateurs de la rencontre, on a avec nous Steven Guilbeault, qui est député fédéral de Laurier-Sainte-Marie, qui va s'adresser quelques minutes durant l'ordre du jour. Il y a Guillaume Dagenet, qui est attaché politique de la députée des Merciers, Madame Ruba Gazal. Il y a Jennifer Macaron, qui est députée provinciale de Westmount-Saint-Louis. Alex Norris, conseiller de la ville, district Jeanne-Mance. Danielle Fleury, PDG adjointe au CHUM. Serge Larreau, commissaire aux personnes en situation d'itinérance dans la ville de Montréal. Lynn Olivier, qui est directrice à la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Christian Roberge, qui est sergent au PDQ, 38, si je ne me trompe pas, du SPVM. Émilie Fortier, directrice des services d'urgence et de la réaffiliation à la mission Albury, et Emmanuel Lafontaine, vice-président, intervention et accompagnement de la mission Bon Accueil. Voilà, ça c'est les gens qui sont là soit pour faire la présentation, soit pour parfois répondre à des questions que d'autres ne seraient pas en mesure de répondre. Donc voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est essentiellement présenter le projet et essayer de le comprendre. Je sais qu'il y a des enjeux d'itinérance ou de personnes en situation d'itinérance dans le quartier qui sont plus larges que le projet. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas nécessairement d'ouvrir le débat ou une discussion sur l'ensemble des problèmes liés aux personnes en situation d'itinérance, mais de se concentrer sur le projet. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions tout d'abord quant au déroulement ou de compréhension quant à l'objectif de la rencontre? Donc, je n'ai pas de main levée. On va commencer la rencontre. On a, comme je vous disais, on a 4 points à l'ordre du jour. La présentation du projet, la vision de la santé sur le projet, et une présentation de M. Steven Guilbeault, car le projet est financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du programme Vers un chez soi. Donc, ces 3 points-là avant d'arriver à la période de questions. Voilà. Donc, je vous présenterai tout de suite Émilie et Emmanuel, Émilie Fortier et Emmanuel Lafontaine, comme je vous disais tantôt, directrice et vice-président à la mission Albury et mission Bon Accueil pour la présentation du projet. Bonjour à tous. Merci, Manuel, pour l'introduction. Donc, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous présenter le projet hébergement et accompagnement de l'Hôtel-Dieu avec ma partenaire stratégique, Émilie Fortier, d'Albury Mission. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mission Bon Accueil, donc, et Albury Mission, c'est des organismes ensemble qui existent depuis plus de 130 ans. Donc, la dernière année, comme tout le monde, nous a frappé au niveau de la COVID, mais en même temps, nous a appris à travailler d'une façon nouvelle. Donc, encore plus de collaboration. Donc, nos équipes deviennent presque une seule équipe et nous avons ensemble fait
ensemble ce projet-là avec les partenaires. Et aujourd'hui, on vient vous présenter ce projet-là. Sachez qu'on a travaillé pendant la COVID sur plusieurs projets ensemble, dont plusieurs sites qu'on a ouverts, dont l'hôtel Place du Puy. Et maintenant, nous sommes rendus à l'Hôtel Dieu. Nous avons aussi ensemble fait un projet à l'hôpital au Royal Victoria, excusez-moi. Donc, l'ancien Royal Victoria, où on a eu une centaine et près de 200 personnes qu'on a relocalisées en logement. Donc, ce projet-là, pour vous mettre en contexte, encore une fois, c'est suite à l'hôtel Place du Puy, où tout l'hiver, depuis le mois de novembre, nous avons accueilli plus de 300 personnes environ par jour, par nuit. Ce projet-là, à l'hôtel Place du Puy, était pas un projet 24/7. On est content de ce projet novateur-là à l'Hôtel Dieu, qui est maintenant 24/7. On devait, à l'hôtel Place du Puy, mettre les gens à l'extérieur. Donc là, les gens ont la possibilité de rester 24 heures sur 24 dans leur lieu. Et vous allez voir que dans ce projet-là, l'intention, c'est vraiment d'aider les gens à rentrer en logement. Donc, on est content de vous dire que depuis la pandémie, c'est plus de 300 personnes ensemble qu'on a placées en logement. Donc, encore une fois, pour vous mettre en contexte, si on peut aller au PowerPoint de la mise en contexte, et pour ceux qui veulent avoir accès au PowerPoint, ça va pouvoir vous être donné après la présentation. Donc, depuis le 1er juillet, à la fin de l'hôtel Place du Puy, il restait près de 200 personnes là, par soir et on devait rapidement se retourner de bord pour trouver un endroit pour ces personnes-là. Et on a chaleureusement été accueillis par l'équipe du CHUM à l'Hôtel Dieu. Merci à Mme Danielle Fleury et son équipe là, pour l'accueil exceptionnel qu'on a reçu. Et on avait besoin d'un endroit 24/7 pour accueillir ces personnes-là qu'on a présentement à l'Hôtel Dieu. Et la COVID, encore une fois, vous savez comment les gens devaient être confinés. Donc, c'est très difficile de confiner une personne en situation d'itinérance. Donc, on a, malgré la zone verte, maintenant près de 100 personnes sur le site avec un objectif de 150 personnes. Au mois d'août, on va avoir atteint cet objectif-là déjà. Et la description du projet, en collaboration toujours avec Oldbury Mission et Mission Bon Accueil, on a pour jusqu'au 31 mars 2022 et peut-être plus tard, encore une fois, on offre 150 places d'hébergement avec une possibilité d'accessibilité de 24/7, donc 24 heures sur 7 jours, incluant gîte et couvert, donc 3 repas par jour, et avec une évaluation et un accompagnement vers un logement pour chaque usager. Et la clientèle cible, donc la personne accueillie, doit être en situation d'itinérance et être âgée de 18 ans et plus. Et les services vont être accessibles pour hommes, femmes et personnes trans. Les animaux vont être de compagnie sont aussi acceptés avec notre partenaire, la SPCA. Donc, on va pouvoir accueillir les animaux en autant que les règlements soient respectés. Et notre partenaire nous aide à ce niveau-là. Donc, le seul critère d'exclusion, en fait, ça va être des comportements à risque pour la personne ou pour les autres. Donc, c'est le seul critère d'exclusion pour ce projet-là. Donc, au niveau du volet d'hébergement, et je vais laisser aussi par la suite à Émilie de conclure ou d'ajouter, mais le critère au niveau du volet d'hébergement, désolé, le site, je vous confirme qu'avec l'équipe de biosécurité du CIUS et la santé publique, on a vraiment visité le site. La santé publique a donné ses recommandations
qu'on tient et à respecter. Donc, le site est zone verte uniquement. Donc, aucune gestion de COVID n'est prévue sur ce site. Et il y a un étage pour les femmes seulement. Donc, un étage dédié aux femmes avec des intervenantes et des agents de sécurité femmes pour les accueillir. Donc, les 150 personnes vont être réparties sur 5 étages. Il y a un fumoir aussi à l'extérieur qui est aménagé pour les usagers. Et le site est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Il y a une rampe d'accès qui a été aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Donc, les chambres au niveau de l'aménagement, il y a des chambres privées et semi-privées. Et chaque chambre est munie d'une toilette, d'un lit et des draps propres qui sont lavés par un service de buanderie. Et chaque usager a accès à une douche et des produits d'hygiène. Comme je l'ai dit tantôt, il y a 3 repas par jour qui est servi aux usagers. Et ils ont même un service de buanderie pour laver leur linge personnel. Et il y a une équipe d'accueil et de surveillance, encore une fois, sur chaque étage, 24 sur 7. Donc, et il y a une équipe d'entretien aussi, qui est très importante, qui assure que le milieu soit sain et salubre pour tous. Et encore une fois, il y a un volet accompagnement. Donc, chaque usager est rencontré pour être évalué et on peut appeler ça un peu un centre de référencement. On n'a pas la prétention de dire qu'on a la réponse pour tous les problèmes au niveau de l'itinérance. Par contre, on a des partenaires stratégiques qu'on peut référer chaque usager selon leurs besoins après évaluation. Donc, l'équipe d'OBM, donc Odellberry, a une équipe qui peut accueillir et de jour. Nous, notre responsabilité, c'est de soir et de nuit. Donc, ensemble, on travaille en synergie. Puis, on a un programme qui s'appelle Programme Bienvenue pour accompagner les gens en appartement. Donc, encore une fois, on va avoir tout au long du projet un emphase sur l'accompagnement en appartement parce qu'on croit que c'est la solution. On lutte pour mettre fin à l'itinérance chronique et la solution qu'on a trouvée, nous, c'est d'amener les gens en appartement le plus possible. Donc, le programme Bienvenue, sans rentrer dans les détails au complet, mais offre quelques mois de loyer, payer tout l'équipement pour que la personne puisse rentrer en logement le plus rapidement possible, donc son lit, etc. Donc, il y a une possibilité d'accompagnement pour quelques mois. L'intention, c'est vraiment de réaffilier la personne dans le réseau. Donc, il y a le contact qui est dans la fin du PowerPoint, donc un numéro de téléphone qui est accessible, donc 24/7 avec un courriel aussi si vous avez des questions, vous voulez référer quelqu'un. Et il y a une coordonnatrice sur le site présente avec un numéro de téléphone. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est clinique ou psychosocial, donc notre coordonnatrice pourra répondre à vos questions. Donc, je ne sais pas si, Émilie, tu voulais rajouter quelques trucs au projet. Peut-être quelques petits points là, de souligner sur le fait que c'est un projet qui débute. Donc, on est à 21 jours de roulement avec un préavis de quelques jours, semaines, là, seulement pour monter. Donc, comme Emmanuel a insisté, c'est un projet de partenariat. Donc, concrètement, là, opérationnellement, là, c'est réellement les équipes du CHUM, au niveau des agents de sécurité, entre autres, et des aménagements des lieux, les équipes de Mission Bon Accueil et de la Mission Berry au niveau de l'intervention. Donc, on est vraiment dans ajuster le tout. On a un défi de partager le même langage, de vouloir aider. On veut tous aider. C'est ce qui est encourageant, c'est qu'il n'y a aucune résistance, si on veut, parce qu'on est tous en train de créer après plus d'une année de création et d'ajustement qu'on a et de travail commun. Donc, on a en plus, avec la dernière année, on est de plus en plus efficace ensemble, mais aussi avec des partenaires comme la Ville, avec le SPVM. Donc, déjà à ce moment-ci du projet, plusieurs partenaires ont été interpellés pour ajuster les ressources qui étaient mises autour quand on parle de les agents de sécurité, par exemple, sur le terrain du CHUM, quand on parle des agents du SPVM dans le quartier, des ressources communautaires qui
qui sont déjà impliqués dans le quartier. C'est pas encore tout peaufiné, c'est pas encore tout attaché. Par contre, la motivation de tout le monde est là pour que ça soit fait rapidement et efficacement. Évidemment, bien évidemment, pour accompagner les personnes qu'on tente d'accompagner. Et j'insisterai sur le fait que c'est 24/7, donc pour c'est pas le seul projet qui a été 24/7 depuis dans les débordements COVID et hiver, mais c'est celui où je dirais les lieux sont accueillants, où il y a comme de l'espoir. Il y a des choses qui se sont arrimées là, avec l'expérience. Donc, on est vraiment dans une initiative où on veut faire la liaison avec les ressources déjà existantes également. Puis, c'est une des raisons pour laquelle on a accepté avec grand soulagement d'habiter les lieux offerts par le CHUM. Voilà. Merci Émilie, merci Emmanuel. Il y a déjà quelqu'un qui a levé la main, mais je vais quand même attendre la présentation de Madame Fleury et Monsieur Guilbeault parce qu'elles sont très courtes et on pourra par la suite échanger. Donc, retenez votre question. Peut-être que ça va être répondu par les deux autres interventions. Alors, je vous laisse avec. C'était beau, Émilie et Emmanuel? C'était excellent, merci. Alors, je vous laisse avec Madame Danielle Fleury pour une présentation sur la vision de la santé sur le projet Hôtel Dieu. Madame Fleury. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Moi, je suis du CHUM. Alors, pour tout le monde, le CHUM, on l'a occupé l'Hôtel Dieu pendant des années. On était les voisins. Et depuis novembre 2017, il n'y avait plus aucun patient qui couchait à l'Hôtel Dieu. On avait toujours en tête l'importance de garder l'Hôtel Dieu dans le réseau de la santé ou des services sociaux. C'est le premier hôpital de Montréal, puis on pense qu'il devait avoir une mission. Alors, quand le ministère nous a contactés, et je soupçonne que ce sont les gens du CIUS Centre-Sud qui, au niveau régional, qui sont responsables du dossier itinérance, qui ont dû dire aux gens de Québec, peut-être que l'Hôtel Dieu serait un bon endroit parce que déjà, on collabore ensemble. Alors, ça nous a fait plaisir. Peut-être pas dans le temps restreint parce qu'il a fallu faire un tour de force, mais pour nous, c'est important. On demeure encore le CHUM. Il reste encore 300 personnes qui travaillent à l'Hôtel Dieu, principalement au pavillon Jeanne-Mance. Donc, on a aussi, nous, à cœur qu'il y ait un bon voisinage avec les gens qui sont en situation d'itinérance, avec les experts qui travaillent avec eux, des deux regroupements. Mais pour ce qui est du réseau de la santé, d'être capable de répondre aux besoins de cette clientèle-là, de leur donner un environnement qui soit agréable. C'est pas neuf, là, c'est vieux Hôtel Dieu, mais de donner un environnement et qu'on reste prêt. C'est pour ça que le CHUM, bon, au niveau des travaux, mais qu'on a gardé la sécurité aussi pour assurer, parce qu'on connaît le terrain. Et un des avantages, c'est que les gens ont accès au terrain, ils peuvent vaquer autour. Mais pour nous, on a toujours dit depuis qu'on a quitté l'Hôtel Dieu, puis on avait eu des rencontres avec les associations ou des riverains là, à plusieurs reprises qui voulaient que l'Hôtel Dieu garde une mission santé aux services sociaux et je pense qu'on l'atteint. Alors, pour le réseau de la santé, de contribuer de cette façon-là, puis on y est, mais on n'oublie jamais là, que le CIUS Centre-Sud est un partenaire là, avec les deux groupes. Alors, on est très contents. Puis, je vous raconte l'anecdote. Je suis allée rencontrer les religieuses qui sont attenantes et la réaction, ça a été de dire, vous savez, le pavillon Le Royer, il a été construit pour les nantis. C'était les gens qui avaient de l'argent qui payaient aux religieuses les soins qu'ils recevaient. Et les religieuses reprenaient ça pour donner des soins aux gens qui étaient moins nantis. Et alors là, on est pile poil dans la mission. Je pense que ça peut pas mieux. Alors, Émilie l'a dit, on est tout le monde en ajustement, en adaptation, mais on veut que ça marche et que ce soit quelque chose qui soit là sur du plus long terme. Alors, on va travailler ensemble. Fait que,
ouverte aux questions et aux commentaires. Merci. Merci, Madame Fleury, et merci aussi pour l'ajout historique du lieu duquel on parle. Je suis toujours partante pour mettre un petit côté d'historique, c'est mon âge. Donc, dernière présentation ou dernier mot pour Monsieur Guilbeault. Monsieur Guilbeault, vous êtes... Oui, je suis là. Ah, voilà. Est-ce que vous Merci. m'entendez? Oui. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Alors, merci beaucoup. Bonjour, presque bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très content d'être ici. C'est important pour moi de participer à cette rencontre. Je tiens vraiment à remercier les nombreux partenaires qui ont rendu ce projet possible. Évidemment, la Ville de Montréal et l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le CHUM, la mission Bon Accueil, la mission Old Brewery et le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, qui sont les instigateurs de ce projet qui n'aurait pu être réalisé sans leur précieuse et importante collaboration et leur travail. Et je pense que là-dedans, nous partageons une volonté commune de venir en aide aux personnes en situation d'itinérance. Je pense que nous souhaitons toutes et tous répondre aux besoins essentiels en matière d'hébergement d'urgence, mais aussi offrir des solutions de logement plus durables et à plus long terme. Au niveau du gouvernement fédéral, on l'a répété à plusieurs reprises, mais tous les Canadiens et Canadiennes méritent un chez-soi sûr et abordable. Pourtant, il y a encore évidemment chaque jour des personnes vulnérables qui se retrouvent en situation d'itinérance ou qui sont à risque de le devenir. Depuis 2019, notre gouvernement a lancé plus de 1200 projets pour soutenir les personnes sans abri. L'objectif ultime est l'élimination de l'itinérance chronique au Canada. On travaille de concert évidemment avec nos partenaires de la ville et du milieu communautaire pour y parvenir. Le financement fédéral pour le projet de refuge de l'Hôtel-Dieu est réalisé dans le cadre d'un programme que plusieurs parmi vous connaissez bien, Vers un chez-soi. Donc, la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance qui a été lancée en 2019 et qui soutient les objectifs de la stratégie nationale sur le logement, plus particulièrement qui vise à venir en aide aux personnes les plus vulnérables afin qu'elles puissent conserver un logement sécuritaire, stable et abordable. Donc, on a versé plus de 70 millions de dollars au Québec depuis le début de la pandémie par le biais du programme Vers un chez-soi, qui vise à soutenir la réponse du secteur de l'itinérance à la COVID-19. Plusieurs organismes du secteur de l'itinérance dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie ont reçu un financement dans le cadre de cette entente, plus de 6 millions de dollars au total dans le comté. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral a investi 400 millions de dollars dans le cadre de Vers un chez-soi. Pour répondre aux conséquences de la pandémie, notre gouvernement a annoncé également des investissements additionnels pour lutter contre l'itinérance en offrant un financement supplémentaire de 567 millions de dollars sur 2 ans à partir de 2022 pour le programme. Depuis 2015, évidemment, nous avons aussi rendu le logement plus abordable et plus facile d'accès pour la population canadienne, aidant ainsi plus d'1 million de personnes à trouver un endroit sûr où vivre. Nous avons lancé la première stratégie nationale sur le logement au Canada et la nouvelle initiative pour la création rapide de logements. Dans le cadre du budget 2021, notre gouvernement a un plan pour investir 2,5 milliards de dollars et réaffecter 1,3 milliard de dollars de fonds existants pour accélérer la construction, la réparation ou le soutien de 35 000 unités de logement abordables. Dans le cadre de ce qu'on appelle l'ICRL, donc l'Initiative pour la création rapide de logements, des fonds importants ont été investis dans Laurier-Sainte-Marie. Sous le volet Grande Ville du dit fonds, donc le gouvernement fédéral a octroyé un investissement de 56,8 millions de dollars à la Ville de Montréal pour la réalisation de 12 projets d'habitation représentant 263 unités de logement. La moitié de ces projets se trouvent dans Laurier-Sainte-Marie. Je pense que notre objectif à toutes et à tous, c'est d'en faire plus pour répondre aux besoins de la population en situation d'itinérance et d'accélérer l'atteinte de nos objectifs quant à l'offre de logements abordables. Merci beaucoup. Thank you.
Merci, merci, Monsieur Guilbeault. Donc, on est quand même très à l'heure, un petit peu à l'avance, même par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, on va avoir une période de 30 minutes de questions-réponses. Bon, je vous rappelle, levez votre main électronique pour que je puisse vous identifier. Puis, je vous encourage à être relativement bref pour pouvoir donner le plus de tours de parole possible aux gens. Alors, voilà. Donc, la première main levée, je vais prendre les deux premières mains levées en rafale, puis peut-être si vous avez déjà quelqu'un en tête pour cette réponse-là, vous pouvez le nommer. Et je vous encourage à vous présenter. Donc, Madame Nathalie Jalic et Monsieur Philippe Le Libou d'abord. Madame Jalic. Je crois que vous avez oublié de mettre le son. Vous êtes en sourdine. Je ne sais pas si, je sais pas si quelqu'un dans la technique est capable de débloquer son micro. Peut-être qu'elle pourrait écrire sa question dans Voilà. le… C'est bon. Ah, voilà. Désolée, j'étais sur l'écran alors qu'il fallait aller en dessous. Nathalie Jalic, je travaille à Multifemmes, une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Quand vous parlez de critères d'exclusion et que vous dites comportement à risque, je me demandais si vous pouviez préciser un petit peu ce que ça veut dire. Merci. Je vais peut-être laisser Monsieur Le Libou poser tout de suite sa question et ensuite je te reviens, Émilie. J'ai vu que tu avais levé la main. Monsieur Le Libou. Oui, bonjour à tous. Donc, Monsieur Le Libou, effectivement, j'habite la rue Sewell, donc la rue parallèle à la rue Saint-Urbain, donc à moins de 100 mètres de l'Hôtel Dieu. Donc, tout d'abord, je tiens à dire bravo, félicitations pour ce projet, parce qu'on peut être que pour ce type d'activité et ça ne peut que régler et au moins aider les personnes en souffrance d'itinérance. Mon point, vous me voyez arriver, donc moi je suis un riverain. Nous souffrons dans le quartier déjà pas mal d'incivilité, de propreté, quelquefois de sécurité. Donc ma question, puis le sujet n'a pas été présenté, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour, mais j'espère que j'aurai des réponses, en tout cas c'est à réfléchir, c'est qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui va être fait en termes d'intégration de ces personnes en itinérance, notamment quand la journée ils seront dehors, c'est tout à fait normal quand ils sont en condition d'être dehors, par rapport à leur intégration dans le quartier. Je pense que c'est un sujet qui ne peut pas être mis de côté. Il doit y avoir une réflexion, une stratégie, des actions qui englobent à la fois l'arrondissement, les associations, le poste de police qui est présent, les politiciens. On ne peut pas laisser un tel nombre de personnes dehors la journée, quelle que soit leur activité. Et je vais être très concret, je pense notamment, il n'y a pas une seule toilette à moins de 2 km dans le quartier public. Donc, moi, j'ai déjà des problèmes, Monsieur Norris, ça va le faire sourire, mais nous avons une ruelle entre la rue Saint-Urbain et la rue Sewell. Je passe mon temps à enlever des crottes, pas toujours humaines, je dois avouer, c'est aussi des chiens, mais aussi humaines. Et je le vois quand il y a des personnes en itinérance, il y a des cris, il y a des problèmes d'alcool. J'ai appelé des associations pour retirer des seringues. Et il n'y avait pas encore l'Hôtel Dieu. Donc, je m'arrête là. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui va être fait? Merci beaucoup. Merci. Donc, j'ai vu, Émilie, tu avais levé la main quant à la question des comportements dangereux. Est-ce que tu veux y aller là-dessus? Oui, Emmanuel, peut-être tu pourras me compléter là, par la suite. Au niveau des critères d'exclusion, en fait, l'objectif, c'est d'être le plus inclusif possible. Donc, principalement, souvent, c'est le niveau de consommation qui est évalué là, dans différentes ressources. Moi-même, dans la ressource plus traditionnelle qu'on gère dans des gros dortoirs, tout ça, le niveau de consommation, entre autres, d'alcool, on va évaluer ça. On va faire attention à la cohabitation dans les lieux partagés. Les locaux comme à Hôtel Dieu nous permettent, comme c'est des chambres privées ou semi-privées, nous permettent d'être beaucoup plus inclusifs en tant que tel. Donc, quand on parle de critères d'exclusion, ce serait vraiment quelqu'un qui est désorganisé, qui est un danger pour elle-même ou pour les autres. Il peut y avoir un cadre en tant que tel qui est mis autour de la personne dans le but de la faire progresser là, sur certains, je dirais, enjeux, soit au niveau de la santé ou du comportement, ou bref, il y a ça, mais des exclusions réelles, c'est vraiment ce qui est en lien avec la sécurité des usagers, usagères et du personnel qui est là. On vise également, s'il y a des exclusions, toujours des exclusions
de très courte durée, sauf évidemment des très, très grosses des organisations qui nécessiteraient généralement l'appui des policiers et d'autres actions là, pour encadrer puis accompagner la personne vers des services. Je vais me permettre quand même, Manuel, de juste compléter au niveau de l'intégration des personnes qui sont à Hôtel-Dieu. J'ai bien compris que sur le plateau, il y avait d'autres enjeux au niveau de la cohabitation. Je considère peut-être, l'expérience nous le dira, mais j'ai le sentiment qu'on a en arrivant, c'est plutôt d'ajouter des ressources plutôt que des enjeux, puisqu'on parle de la population en situation d'itinérance, donc on est ouvert aux personnes qui habitaient déjà le plateau. L'idée d'avoir des services 24/7, c'est aussi pour éviter qu'il y ait de la déambulation. Puis évidemment, notre objectif, c'est de les sécuriser chez nous, d'en faire un milieu de vie, donc qui puisse éventuellement s'intégrer de façon plus structurée en tant que tel. Ils ont accès à des toilettes, des douches. S'il y a des gens du quartier, en fait, des gens qui fréquentent le quartier, qui veulent utiliser les toilettes à l'intérieur, ils peuvent le faire. Donc, l'idée d'avoir aussi un fumoir à côté, c'était aussi pour éviter au niveau du trottoir et tout. Donc, tout a été réfléchi pour arrimer les services. Le SPVM est avisé. Il y avait déjà des organisations communautaires qui travaillaient dans le quartier qui ont déjà commencé à nous amener des personnes qui étaient peut-être un petit peu plus, pas seulement dangereuses, mais plus dérangeantes, ce qu'on peut comprendre. J'ai des voisins aussi, il y a des choses quand j'habite chez nous, quand je fréquente mon quartier qui vont me déranger davantage. Donc, les personnes ont déjà commencé à nous être référées en tant que telles. Donc, on va avoir un 50 places supplémentaires dans une dizaine de jours, ce qui devrait aussi aider, mais j'insisterai sur le fait que c'est 24/7. Donc, l'objectif, c'est vraiment de les ancrer, de les sécuriser dans nos services pour éventuellement faire en sorte qu'ils ne sont plus en situation d'itinérance et qu'on puisse les intégrer dans les différentes initiatives de logement. Merci, Émilie. Est-ce que, Emmanuel, tu voulais compléter? Non, Émilie a très bien répondu. Sachez qu'on a une équipe clinique. Hein, il y a ma collègue Nancy qui est avec moi sur le Zoom, là, notre réunion ensemble, donc qui pourra compléter. Mais on a une équipe clinique qui prend chaque cas en considération. Donc, aussi, dans chacune de nos organisations, moi et Émilie, on a plusieurs bâtiments dans la ville. On a des psychiatres qui travaillent avec nous. On a un projet qui s'appelle PRESP, qui a pour objectif de réaffilier les personnes avec des problèmes de santé mentale, etc. Donc, sachez que vraiment, c'est une valeur ajoutée qui a été mise à l'Hôtel-Dieu avec, encore une fois, plusieurs années d'expérience et des partenaires. Vraiment, on n'aurait pas le temps assez pour les nommer en ce moment. Donc, sachez que lorsqu'on parle de critères d'exclusion puis on parle de violence, chaque cas est étudié. Et on n'exclut pas les gens, mais on réfère les gens. Donc, c'est plus du référencement que de l'exclusion. Merci. Et si je peux rajouter aussi rapidement, comme ça a été présenté dans la présentation, on a un étage qui est uniquement pour les femmes aussi. Donc, c'est une des mesures qu'on a mis en place pour assurer la sécurité, le bien-être. On a aussi quelques couples. On est en train de discuter aussi l'endroit le plus propice pour s'assurer aussi du bon vivre, du mieux-être, du vivre ensemble aussi sur les étages. Mais on discute avec différents partenaires vraiment qui sont des experts dans la condition féminine, dans différents domaines pour s'assurer qu'on offre un milieu propice au bien-être et au développement des gens. Merci. Je comprends aussi que quand on parle de 24/7, c'est-à-dire que les gens n'ont pas à sortir le matin et revenir le soir. Donc, les problèmes d'attroupement qu'on peut voir dans d'autres types de refuges, ils n'existeront pas parce que la personne pourrait passer la journée dans sa chambre et en fait, quand on parlait de fumoir à côté, ce que je comprends, c'est le fumoir est dans l'enceinte aussi de l'Hôtel-Dieu. Donc, même pour fumer, elle n'aurait pas besoin de sortir de l'enceinte. Je comprends bien? Merci. J'ai deux autres personnes en tour de parole. Je vais faire comme tantôt, vous donner la parole aux deux et ensuite on ira vers les réponses. D'abord, Madame Charlotte Thibault et ensuite Madame Mimsi Bell. Madame Thibault, s'il vous plaît.
Oui, alors bonjour, mon nom est Charlotte Thibault, j'habite dans Milton Park, donc bienvenue à nos nouveaux voisins. C'est un très beau projet, je trouve ça très encourageant, l'idée du 24/7. Je me demandais simplement, est-ce que la quarantaine d'itinérants que nous avons particulièrement dans le quartier, je dirais au coin de Milton et Park, est-ce qu'il y en a qui graduellement vont se retrouver chez vous pour pouvoir transiter et éventuellement avoir de l'hébergement? Parce que pour nous, c'est extrêmement important. Je trouve ça désolant de voir en ce moment qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour eux. Merci. Merci, Madame Thibault. Madame Bell. Il y a le son qui est coupé. Moi, je suis très émue que ça soit transformé en ressources pour les personnes en situation d'itinérance pour diverses raisons. Et vraiment, merci beaucoup. J'ai 3 questions. Il y en a une qui rejoint celle de Mme Thibault. Est-ce que la capacité présentement, c'est la capacité maximale? Est-ce qu'il y aura une possibilité d'augmenter la capacité selon les saisons? Par exemple, est-ce qu'on va augmenter à l'hiver? Et je sais que c'est prévu pour être une zone verte, mais est-ce que vous avez un plan de contingentement si jamais il se passe de quoi? Merci. Donc, Émilie ou Emmanuel, qui veut se lancer? Je vais. Par rapport à Milton Park, on a été évidemment introduit là, dans les différents enjeux, puis on est tout aussi interpellé par la détresse des personnes qui fréquentent Milton Park. On ne peut pas obliger personne à obtenir des services, par contre, et peut-être quelqu'un de la ville pourra confirmer là, du service régional, mais il y a des brigades qui vont commencer cette semaine, si je ne me trompe pas, là, à investir les lieux, là, donc des gens qui ont été embauchés pour essayer de faire de la liaison. Il y a également des équipes traitantes comme l'équipe Connexion dans les différents CLSC, là, des infirmières, des médecins, tout ça, qui viennent et qui nous les réfèrent. Donc, comme je disais un peu tantôt, c'est à Milton Park, là, je ne l'ai pas nommé comme ça, mais c'est de Milton Park qu'on a déjà commencé à recevoir des références de personnes plus complexes, entre autres en sachant que, bon, on est... le premier étage est adapté à la mobilité réduite, ce qui permet d'accueillir aussi des gens qui ont des enjeux de mobilité réduite là, qui fréquentent Milton Park. On a aussi, là, je me permets de le plugger là, mais moi, la mission Oldbury a aussi une navette qui sillonne les rues de Montréal pour essayer de faire de la liaison entre les places disponibles. Le défi, c'est toujours de convaincre les gens de fréquenter les ressources. Donc, on parle d'une population qui n'aime pas beaucoup que ce soit les hôpitaux ou les ressources plus traditionnelles. Donc, on est sensible à mieux adapter nos services. C'est pour ça qu'on veut passer au travers les équipes qui sont connues sur le terrain dans Milton Park ou dans Square Cabot aussi, là, qu'il y a des enjeux qui peuvent se ressembler. On travaille avec Open Door en tant que tel. On va avoir, je peux m'engager à dire ça, on va avoir à se rendre encore plus dans une certaine proximité. Là, chacun est un peu en train de, dans l'urgence, après la dernière année, de monter puis à essayer de faire en sorte que les services soient fonctionnels. Mais c'est évident qu'on va se rapprocher, entre autres, de l'organisme Open Door. Au niveau de la capacité, on est à 100 présentement. On va monter à 150 au 2 août. Au niveau de l'hiver, à chaque année, et là, je lance la balle à mes partenaires, mais on souhaite idéalement ouvrir d'autres lieux. Et ça, il y a un défi de, trouver des lieux. Mais on a développé là, dans la dernière année une grande expertise à être créatif dans les lieux qu'on ouvre, puis à travailler autant avec la ville qu'avec le service régional pour mettre en place. Donc, il n'est pas prévu aujourd'hui, 21 juillet, d'augmenter à plus que 150 places pour là, mais on ne va pas laisser des gens à la rue non plus durant l'hiver. Puis ça, je suis convaincue de ça, autant des organismes communautaires que de la ville, que des instances au niveau des services de santé. Là, tout le monde travaille dans le même sens. Là, la dernière année nous a beaucoup rapprochés dans une vision où les personnes ne sont pas dans la rue quand ils veulent être logés, que ce soit de façon temporaire ou permanente. Et au niveau de la zone verte, donc il y a toutes les procédures. Il faut comprendre qu'en itinérance, c'est quand même un peu compliqué d'isoler quelqu'un parce que c'est des... Je vais
on ressemble un peu à des CHSLD, si on veut, là, dans la forme de l'accueil. Mais la mission Brewery, avec la collaboration de Mission Bon Accueil également dans les anciens locaux du Royal Vic et aujourd'hui dans un hôtel, on coordonne une zone orange et une zone verte. Donc, aussitôt que quelqu'un est symptomatique, il est envoyé là-bas, il est isolé le temps qu'on reçoive les résultats et par la suite, si il est positif, ben, il est isolé là, il est accueilli, il est nourri et compagnie, puis on le réintègre. En itinérance, il n'y a eu aucun cas connu à notre connaissance qui a utilisé la zone rouge que nous, on appelle là, depuis, je pense, mi-mai. Je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais juin, ça, je suis sûre, juillet également, ce qui est très, très positif. On travaille d'arrache-pied aussi pour faire vacciner la population. On a eu une grande collaboration du réseau de la santé pour donner accès à la première et deuxième dose. Maintenant, c'est de rejoindre les gens qui sont mobiles et de faire les suivis de la deuxième dose, qui est notre plus gros défi. Mais on s'est donné l'été pour atteindre, comme pour le reste de la population, un 60-70% de taux de vaccination pour qu'à l'automne et l'hiver, on puisse être en sécurité aussi, puis ne pas être obligé de revenir en arrière dans les mesures de protection. Je ne sais pas, Emmanuel. Très bien répondu. Et je voudrais en même temps, Émilie l'a nommé, mais remercier le CIUS Centre-Sud et la Ville de Montréal. Ils ont travaillé depuis le début de la COVID d'arrache-pied pour trouver justement plus d'endroits. Donc, je pense qu'ils sont encore en train de travailler, puis on va toujours collaborer avec eux. On veut trouver... Je ne pense pas qu'on va augmenter, en tout cas selon nos plans, Émilie, tu me corrigeras, mais on ne prévoit pas augmenter parce que 150, c'est quand même beaucoup. Mais je pense que la Ville et, encore une fois, le CIUS, tous les partenaires travaillent à trouver des endroits, puis nous, on va collaborer avec eux. S'il y a un autre endroit qui va ouvrir, on va certainement continuer à collaborer avec la Ville et le CIUS pour ça. Merci. Je peux en tout cas vous dire que du côté du CIUS, la vaccination n'est pas terminée. On n'a pas eu vraiment de baisse dans l'intensité des interventions qu'on fait au niveau de la vaccination. J'ai Caroline Pelletier en tour de parole. Oui, bonjour. Donc, Caroline Pelletier du Service régional d'itinérance avec la coordination des dossiers régionaux. Simplement pour vous dire en lien avec les mesures hivernales, donc, comme Émilie et Emmanuel le mentionnaient, c'est toujours en grande collaboration qu'elles se font et l'intention est toujours de remettre en place des mesures hivernales pour cette clientèle-là. Donc, effectivement, ça fait partie de nos objectifs. Comme on a travaillé sur plusieurs chantiers dans la dernière année, on n'a pas de précision sur les mesures hivernales, mais certes, il y en aura cette année aussi. Donc, à cet égard-là, là, je voulais simplement le mentionner et rassurer. Merci. J'ai Madame Adèle Mardoche en tour de parole. Merci, excusez-moi, j'ai dû mettre la main parce que je ne voyais pas que j'étais… Ok, bonjour. Oui, vous étiez là. Oh, merci, très bien. Alors, merci encore une fois, ce projet est très énergisant. Je suis la question de Madame Charlotte Thibault parce qu'effectivement, nous sommes très préoccupés par la situation dans notre quartier. Qui est très bouleversant pour les résidents justement du quartier. Il y a deux choses qui me touchent, Madame Émilie Fortier. Vous avez mentionné qu'il y aura des brigades. Les brigades constituent deux personnes du groupe Friendship Amitié. Okay? Ces deux personnes-là font partie d'un groupe qui est en général connu pour être un groupe Mohawk. Le groupe qui habite ou qui ont pris résidence dans notre quartier sont pas pour la majorité des Inuits. Alors, le groupe que vous allez faire venir dans le projet de l'Hôtel-Dieu, ce sont des itinérants généraux. Et nous savons par expérience que les personnes d'origine autochtone ne se mêlent pas très facilement avec les autres type d'itinérants. C'est un problème tout à fait différent. Maintenant, vous nous dites que vous êtes
en collaboration avec les groupes communautaires. Je dois vous dire, Madame Fortier, ça fait 3 ans que nous essayons de travailler avec les groupes communautaires en ce qui s'attire la cohabitation et nous n'arrivons pas à nous entendre. Et Open Door, malheureusement, qui est en ce moment dirigé par une personne pas du tout éthique, ok, et qui n'a aucun record d'être vraiment un bon dirigeant. Alors, je continue à être inquiète, madame. Je continue à être inquiète du fond de mon cœur parce que je vois qu'il y aura un problème ici, un problème très important de culture dans l'itinérance, etc. Et qu'on ne pourra pas facilement, à moins de vraiment choisir un autre étage complètement, mais nous ne pourrons pas cohabiter ensemble tout ce monde-là. Alors, essayez, s'il vous plaît, de m'encourager un tout petit peu. Je vous remercie. Merci, Madame Mardoche. Évidemment, aujourd'hui, on ne pouvait pas parler exclusivement, ou en tout cas, on ne pouvait pas passer beaucoup de temps sur la question de Milton Park parce que nos invités mènent un autre projet. Peut-être juste vous dire que il y a 2 refuges pour personnes autochtones qui sont menés par Projet autochtone du Québec, qui est une organisation autochtone qui a quelques 16 ans d'existence. Il y en a un au complexe Guy Fabreau et l'autre sur la rue de la Gauchetière. Donc, ces gens-là connaissent les gens de Milton Park et les gens de Milton Park vont souvent coucher là et donc il y a des interventions à ce niveau-là. Peut-être vous dire aussi que le Centre Amitié Autochtone n'est pas un groupe Mohawk, mais comme Projet autochtone du Québec est un groupe ouvert à l'ensemble des 11 nations sur le territoire du Québec et qui ont aussi des personnes d'origine inuit dans leur entourage. Mais effectivement, vous avez raison de souligner qu'il y a une bonne partie de la population qui est à Milton Park qui est d'origine inuit. Mais voilà, je peux pas vous dire qu'il y a une solution demain matin, mais les groupes sont de plus en plus en train de se concerter pour tenter de donner un soutien culturellement plus adapté à ce groupe-là, qui est, comme on l'a dit tantôt, comme vous l'avez dit, un groupe très désaffilié aussi de ce qui est le monde allochtone, si on veut. Donc, le défi est là. Je ne sais pas si Émilie et Emmanuel, vous vouliez ajouter quelque chose. Émilie. Emmanuel, veux-tu commencer? Vas-y cette fois. Et allez, Émilie, je vais seconder. Oui. Je suis sensible à ce que vous vivez dans le quartier. Honnêtement, j'ai vu les articles sans habiter là. Et on les voit autour de nos ressources aussi. Hein. Ils viennent autour, ils fréquentent nos cafés, ils fréquentent la navette, ils fréquentaient les débordements quand il faisait très, très froid. On ne peut qu'apprendre à mieux travailler avec les ressources autochtones, avec une certaine humilité, puis avec une certaine ouverture. C'est la seule chose qu'on peut vous promettre, en fait, c'est que la volonté de mieux faire ce qu'on fait, puis d'être le plus accueillant possible, elle est là. Et je dirais que dans la dernière année, les premières éclosions en itinérance ont touché particulièrement les organismes autochtones, ce qui nous a obligés de travailler de façon organique avec les organismes parce que nous-mêmes, il fallait isoler les personnes autochtones qui vivaient avec des enjeux de consommation, de santé mentale, qui vivaient avec des valeurs au niveau de la santé qui sont complètement différentes. C'est-à-dire, je vais aller visiter quelqu'un qui a la COVID parce qu'il est malade avant même de me protéger moi-même. Donc, il a fallu adapter. Puis, on s'est beaucoup, beaucoup rapproché de certaines organisations autochtones qui, j'aimerais vous dire qu'elles sont déjà là. C'est pas le cas au rythme où ça a été, mais qui seront au rendez-vous sans problème et que le travail d'essayer de réconcilier, là, j'aime pas vraiment le mot de la réutilisation de ce mot-là, mais de se rapprocher. Et c'est dans l'idée aussi, quand on parlait d'être le plus accueillant possible, c'est aussi pour ne pas avoir à exclure, entre autres, des groupes autochtones qui, malheureusement, ont auprès de cette population-là, le problème de consommation d'alcool, les traumatismes, en fait, les cas complexes, là, les traumatismes sont tellement importants qu'il y a une surreprésentation de la consommation d'alcool. Donc, notre objectif, c'est aussi de pouvoir accueillir ces gens-là de façon, gagner leur confiance, en fait, pour qu'ils ne pensent pas que l'histoire se reproduit
en tant que tel. Donc, sans vous baigner dans quelque chose de trop romantique, les brigades, c'est un pas, la navette, c'est un pas, les ressources adaptées, c'est un pas, puis éventuellement, on ne peut que se rapprocher. Merci, Emmanuel. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Madame Mardoche, vraiment, on vous a entendu. Et sachez qu'on vient de commencer le 1er juillet et déjà, on a un plan, on doit prendre quelques vacances. Là. Émilie part, je vais partir aussi, mais de notre retour, on n'a pas la prétention de dire qu'on va régler tous les problèmes. Mais sachez qu'on a déjà un plan pour aller visiter. On a Catherine Lessard qui est sur la réunion avec nous, Manuel, qui est l'animateur, qui se sont engagés pour nous aider. On prévoit s'asseoir, on a un plan stratégique pour rencontrer chaque partenaire, aller s'asseoir avec eux, comment on peut travailler ensemble, etc. Donc, ça fait partie de notre plan. Et déjà, dès septembre, on prévoit au moins minimum une fois par mois se rencontrer, discuter, dialoguer ensemble. La clé pour avoir été pendant presque 6 mois à l'hôtel Place du Puy, dans une zone assez difficile, où on a accueilli plus de 2300 personnes différentes. On comprend les enjeux et on s'engage à s'asseoir avec chaque partie pour essayer d'améliorer les choses. Donc, on n'a pas la prétention de dire qu'on va tout changer ou tout améliorer, mais on va être partie prenante du changement et on s'y engage. Merci, Emmanuel. J'ai M. Christian Fortin en tour de parole. Oui, bon, mon micro est ouvert, là. Hein? Oui. Oui. Moi, je vis dans Milton Park, alors on n'en parlera pas, mais la criminalité dans notre secteur, elle est formidable. Moi, je mange presque avec les revendeurs de drogue et les prostituées le matin. Comment vous pensez que tout ça ne s'étendra pas? Parce que nous, on nous a promis que ce serait joli, là, il y a 3 ans, quand Open Door s'est installé, mais ça empire de jour en jour, de minute en minute. La semaine passée, c'était moins pire qu'un matin. Alors, qu'est-ce que le service de police, j'imagine que quelqu'un de la police qui est là, va faire? Moi, j'ai déjà vu des revendeurs autour de l'Hôtel Dieu. Hein? Qu'est-ce que vous offrez pour pas que ça s'étende? Parce que le problème, c'est que ça s'étend. Nous, on le vit, là, ça s'étend. Les Autochtones ne sont pas le seul problème. Il y a beaucoup d'itinérants qui ne sont pas autochtones dans notre secteur. Beaucoup. Il n'y en avait pas avant. Là, il y en a beaucoup. Je ne vois pas le problème. Mais si c'est pour s'étendre, on a trouvé des sacs de seringues, nous, hier, dans nos ruelles. Des sacs de seringues. Alors, vous comptez faire quoi? Moi, je trouve ça très émouvant, votre projet. J'adore ça. J'aime tout ce que vous dites. Sauf que nous, en tout cas, on n'y croit pas. On ne croit plus à rien. C'est impossible de croire. Mm-hmm. Alors, il faudrait, moi, que quelqu'un m'assure qu'il y a un service de police qui s'occupe de la protection des résidents autour. Moi, je suis tout à fait pour qu'on protège les itinérants, qu'on les aide, qu'on les soigne, ce qu'on ne fait pas du tout dans mon quartier. Mais c'est quoi l'assurance que j'ai de ça, alors que je vois des dealers, moi, à la journée longue, pendant que je travaille à la maison? Merci, M. Fortin. Il nous reste 5 minutes d'échange. Je vais quand même donner la parole à Mme Jalic pour une question. Et pour la question de M. Fortin, peut-être que après Émilie et Emmanuel, je vais demander à M. Robert aussi d'ajouter un mot quant à la question de la sécurité dans le quartier. Alors voilà, Mme Jalic, brièvement, oui. s'il vous plaît. Oui, moi j'habite à côté du monastère qui est près du métro Mont-Royal et on vit la même situation. Je travaille d'ailleurs au monastère, donc je suis assez concernée en fait parce que les gens ont nommé les résidents. Donc c'est ça, je me demandais s'il y avait possibilité de faire partie des rencontres mensuelles. Éventuellement, si on peut contacter Monsieur Lafontaine, une autre personne. Moi, je suis sur le CA du monastère, donc ce serait apprécié.
Merci. Merci. Je ne sais pas si on parle d'une rencontre mensuelle, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi, mais pour la question aussi de la cohabitation, peut-être que je vais demander aux gens de l'arrondissement de mettre dans le chat le lien vers la page web sur les questions de cohabitation pour que les gens aussi, j'imagine que certains d'entre vous l'avaient, mais pour les autres, que vous l'ayez aussi. Donc, Émilie et Emmanuel, d'abord sur la question de la sécurité. Je pense que je peux difficilement, moi en tout cas, trop m'avancer sur la sécurité dans le quartier en tant que tel. On ne peut que garantir un accueil aux personnes que vous parlez, alcooliques, consommatrices, vendeurs, etc. On essaye le principe pour nous, c'est des services 24/7 avec l'accompagnement, on essaie le plus possible de maintenir le lien parce qu'à chaque fois qu'on coupe le lien, ben, les comportements qui sont plus dérangeants ou dangereux vont perdurer dans le temps. Donc, ça, c'est un principe en intervention. Je peux comprendre que pour vous, ça semble être un peu la version romantique de ce que vous vivez au quotidien dans votre chez vous, dans votre maison. Moi, c'est mon travail. Je peux comprendre que c'est exigeant. Je peux mentionner qu'on travaille fort avec le SPVM pour essayer de changer des pratiques et essayer de s'assurer que les personnes en situation d'itinérance, et ça peut paraître, je devrais peut-être pas le dire comme ça parce que ça peut paraître contraire de ce que vous pensez, mais quand vous me parlez de vente, de prostitution, tout ça, moi, j'entends de la détresse. Fait que c'est sûr que moi, c'est ça qui allume mon travail au quotidien. Puis on essaie de travailler de concert avec le service policier et les différents services d'urgence d'ailleurs à mieux considérer la détresse puis à nous les référer plus directement en tant que tel. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur votre sentiment de sécurité? Ça, personnellement, je pense pas que nous, on peut avoir un très grand pouvoir. Puis, Madame Jallick, Emmanuel, corrige-moi, mais on est déjà en communication là, avec les gens du monastère, avec les sœurs. Là, je ne sais plus comment, je ne maîtrise pas bien le vocabulaire de l'organisation. Mais... Donc, Mme Jallick, si vous pouvez laisser vos coordonnées, il y a Catherine Lessard qui va communiquer directement avec vous rapidement, puis on va, s'il faut, on viendra vous visiter, mais Mme Lessard s'engage à communiquer avec vous. Laissez vos coordonnées et puis on va effectivement se parler. La clé, c'est vraiment le dialogue. Puis, comme je l'ai dit tantôt, on s'y engage. Et puis, pour la question de sécurité, peut-être je laisserai M. Roberge du SPVM peut-être répondre à la question pour le quartier. Bonsoir. Écoutez, je peux juste vous dire que nous sommes présents dans le quartier. Juste vous mentionner qu'hier soir, il y a eu des perquisitions qui ont eu lieu justement près de ces endroits-là. Il y a eu des arrestations. Nous sommes là. Tout ce printemps, on avait un module d'action par projet qui tentait de faire la lumière là-dessus. Mais comprenez que le principe, ce n'est pas l'utilisateur qui est la problématique parce qu'on dit ces gens-là sont en détresse, ils ont besoin d'aide, c'est ce qu'on tente de faire. Puis nous, ça prend une question d'enquête aussi, parce que si on fait juste arrêter, comme vous dites, les dealers qui sont là partout, ben la journée qu'on l'arrête, je peux juste vous dire que par expérience, il y en a un autre qui est déjà là l'après-midi. Donc, il y a des enquêtes qui se font, on est présent, on a des patrouilleurs à pied qui sont là, on a des gens à vélo, on a des cadets. La seule chose qu'on demande au monde encore plus, c'est de la dénonciation. Si on peut avoir les informations, mais si personne ne nous le dit, vous pouvez rester anonyme dans votre dénonciation. Vous pouvez appeler le 393 1133, qui est le service de police, qui est Infocrime. Ça nous prend des informations. On ne peut pas être partout non plus en même temps. Mais je peux juste vous dire que nous sommes présents dans le quartier. Merci. Je vais laisser un mot à Serge Larreau, qui a la main levée. Serge? Voilà. J'avais oublié d'ouvrir mon micro. Je vous dis bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'avoir participé à cette rencontre d'échange. Ce projet-là, on l'a entendu, c'est un projet qui est réfléchi, qui
qui est travaillé par les 2 organismes qui sont de très grands experts. C'est un programme qui est 24 heures, 7 jours sur 7 et je pense qu'on doit faire confiance aux organismes, au réseau de la santé. Ils vont bien s'occuper de ces personnes-là. Il faut comprendre qu'on sort d'une pandémie. On ne sort pas, en fait, parce qu'on a même peur qu'il y ait une 4e vague, mais cette pandémie-là a exacerbé l'itinérance. L'itinérance visible, elle a augmenté. La détresse des gens a été épouvantable. Si nous, en tant que citoyens ordinaires, avons trouvé ça difficile, la pandémie, imaginez les personnes itinérantes qui, au mois de mars 2020, se sont retrouvées dans une ville cloisonnée, pas de toilettes, pas de nourriture, des refuges qui devaient fermer. Donc, ça a été difficile, mais je pense que Montréal, et je suis en contact avec les autres villes canadiennes, on s'en est quand même bien tiré. On a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu et à protéger ces personnes-là. Cependant, la toile de fond, elle était là. Il y avait déjà beaucoup de personnes dans l'espace public. C'est peut-être notre faute, on communique peut-être mal ce qu'on fait parce qu'il s'est fait tellement de travail, et particulièrement auprès de la communauté autochtone, on l'a dit, on a multiplié les investissements, on a bonifié le premier refuge pour Autochtones, Projet Autochtone du Québec. On a créé Projet Autochtone 2 au complexe Guy Favreau. On a ouvert le projet Résilience à Square-Cabot. On a bonifié l'intervention dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Il y a une équipe mixte maintenant du SPVM et du Centre d'amitié autochtone. On l'a dit, on va démarrer un projet de médiateurs sociaux. Il y a plusieurs projets qui sont sur la table et vraiment, on travaille très fort. Et je ne peux pas m'empêcher de dire quelques mots sur Milton Park parce que c'est vrai que la situation dure depuis longtemps. Madame Mardoche, félicitations de votre lecture des différents liens entre les communautés autochtones. Ce n'est pas tout le monde qui se reconnaît dans certains services. Et sur Milton Park, particulièrement, ce sont des personnes d'origine inuite. Et c'est notre grand drame à Montréal de manquer d'intervenants inuits qui viendraient du Grand Nord. Et d'ailleurs, les communautés autochtones de l'extérieur de Montréal, à cause de la pandémie, ont été saisies de l'affaire et il y a des projets peut-être qui sont en émergence. On travaille actuellement avec des organismes, on ne peut pas vous donner toute l'information, mais il y a beaucoup de liens qui ont été faits et beaucoup de personnes de Milton Park vont déjà dans les refuges ou à Open Door. Il reste un fait que le lieu est un lieu d'appartenance qui a été choisi par la communauté inuite. Il y a 2 lieux que je vous dirais, 3 lieux à Montréal. Il y a le Square Cabot, le secteur de la Place des Arts et Milton Park, où les gens se retrouvent entre eux. Ce problème-là, ce besoin-là, on doit l'entendre. On a tenté des choses au niveau du terrain vacant. Il y a des travaux qui se font et on espère avoir de bonnes nouvelles. Mais sachez que pour la ville, là, c'est une préoccupation qui est importante. Il faut entendre vos souffrances, il faut entendre les enjeux de cohabitation, mais il faut aussi trouver une réponse adaptée parce qu'avec ou sans service, les personnes sont là, se retrouvent là et c'est à nous d'essayer de trouver des bonnes réponses et j'espère que dans les prochaines semaines, on aura des choses. En attendant d'avoir des choses plus concrètes, les médiateurs sociaux qui vont être embauchés très prochainement auront la charge de s'occuper de ces personnes-là et de s'assurer de la sécurité autant des passants sur le trottoir de l'avenue du Parc que les personnes elles-mêmes qui, en ce moment, vous l'avez vu, il y a une clôture qui a été ajoutée, elles ont encore moins de place qu'elles en avaient. Il faut leur trouver une place, ce qu'on dit en anglais, un safe place. C'est ça sur quoi on travaille et on va vous en reparler bientôt. Donc, c'est une difficulté. Moi, j'habite dans Ville-Marie, à côté de l'hôtel Dupuis. Donc, un projet d'hébergement, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est que de vivre à côté. C'est une tragédie pour moi, l'itinérance. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans et je sais qu'on a encore énormément de travail à faire ensemble, mais c'est en se parlant comme on le fait ce soir, c'est en collaborant, les citoyens, le réseau de la santé, la ville, les organismes, qu'on va trouver des solutions. Elles n'arrivent pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait, j'en suis certain, mais il ne faut pas lâcher. Je pense que la pandémie, s'il faut essayer de trouver quelque chose de positif, a mis la lumière sur les personnes les plus vulnérables et on l'espère, les paliers de gouvernement supérieur et la ville vont redoubler d'efforts pour trouver des solutions. Fait que je vous remercie tout le monde de votre écoute, de votre patience et de la présentation de vos points de vue et on se reparle bientôt. Merci.
c'est sur ces mots qu'on termine notre rencontre. Je voudrais vraiment remercier les groupes qui sont venus présenter. Je voudrais remercier aussi chaleureusement les personnes qui se sont exprimées et qui ont posé des questions. C'est extrêmement important de pouvoir avoir un dialogue avec la communauté. Et merci d'être venu et d'avoir posé des questions. Alors, je vous souhaite sur ce une très bonne soirée. Puis peut-être que je ne sais pas ce que l'avenir de ce projet-là va être, mais peut-être qu'on va se retrouver soit sur des tables de concertation, soit sur des rencontres citoyennes. Merci. Au revoir.